Coucou, Coucou Séverine. ça marche, super. Ah, super. Alors, écoutez, ça y est, tout le monde a rejoint le salon pour notre premier live Petit mais costaud. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir toutes les trois pour notre premier pas dans l'aventure du live Instagram pour Petit mais costaud. Donc, c'est pas un petit sujet pour nous, mais on est super heureuse de se retrouver toutes les trois et d'être à vos côtés. Et aujourd'hui, on va parler de la douleur du bébé prématuré. Alors, Séverine et Vanessa, pour tout vous dire, on s'est rencontrés il y a 2 ans et demi quand notre petit garçon est né à 29 semaines d'aménorrhée. Et on peut dire, je pense, que Séverine et Vanessa ont été les petites fées qui se sont occupées de notre petit bonhomme, en tout cas deux des petites fées qui se sont occupées de notre fils quand on était en néonate. Et Séverine et Vanessa, si vous voulez, je vous laisse vous présenter, vous ferez ça bien mieux que moi. Vas-y. Bon, moi je suis Vanessa, je suis infirmière en réa néonat depuis 10 ans. Et avant j'ai fait 5 ans de pédiatrie et j'ai un diplôme universitaire sur la douleur de l'enfant en pratique quotidienne depuis 2016. Et donc j'ai rencontré Séverine il y a 10 ans qui a commencé par me former. Et voilà. Et voilà. Et moi, je suis Séverine et je suis infirmière de formation et aujourd'hui ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Et j'ai rencontré Vanessa dans le service de réa néonat où on a travaillé ensemble, donc il y a 10 ans. Donc rapidement, on s'est retrouvés toutes les deux sur les mêmes valeurs de soins, on s'est entendu sur le même respect de l'enfant, sur la qualité des soins, la bienveillance. Et c'est comme ça qu'on est devenus amis et qu'on s'est soutenus pendant tout notre parcours de spécialisation. Donc elle m'a beaucoup soutenue pendant la formation d'ostéopathie et puis l'inverse aussi. Du coup, quand elle a commencé à briller dans l'univers de la douleur de l'enfant, je l'ai accompagnée et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc, on peut dire un peu que vous êtes les spécialistes du bébé prématuré et de la douleur de l'enfant. Donc, pour vous toutes et vous tous qui nous regardez, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions au fur et à mesure de notre live. On va tenter d'y répondre en direct. Et pas d'inquiétude si jamais nous n'avons pas le temps, nous n'arrivons pas à y répondre en direct. De toute manière, on y répondra a posteriori. Ça, vous pouvez nous faire confiance là-dessus. Et de toute manière, moi, j'ai déjà pas mal de questions à poser à Vanessa et Séverine, donc j'espère que ça répondra à celles que vous pouvez avoir vous aussi derrière votre écran. Et la première question que je voulais vous poser, c'est comment on peut voir qu'un petit bébé prématuré a mal, sachant que c'est quand même un bébé qui a peu de moyens de communication. Donc, comment est-ce qu'on arrive à voir qu'il peut être en train de souffrir? Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser à son comportement. C'est le comportement du bébé qui va nous alerter et va nous dire s'il souffre ou pas. On va voir dans son comportement des signes qui vont nous dire s'il se sent bien. Et on va aussi pouvoir peut-être constater dans un cas difficile s'il se sent pas très bien. Ça s'appelle les signes de bien-être quand ça va et les signes de stress quand ça fonctionne pas. C'est très important d'évaluer ce comportement et surtout, on va être attentif quand le bébé est d'habitude tout à fait calme et que d'un seul coup, il va changer son comportement. S'il y a une modification du comportement habituel, c'est là où, dans un premier temps, les équipes hospitalières, on va faire attention et essayer de se méfier. Est-ce que c'est pas une modification du comportement qui serait causée par une douleur? Donc, c'est là où on va rechercher une cause de douleur chez ce bébé en premier. D'accord. C'est pour ça que c'est important que les parents soient avec nous parce que les parents au quotidien ils voient leur même bébé et eux ils sont beaucoup plus à même que les équipes pour détecter un changement du comportement. Moi ça m'est arrivé en soins avec une maman. C'était la première fois que je m'occupais de son bébé ce jour-là. Donc j'avais jamais rencontré ce patient, j'avais jamais rencontré cette maman. Et sa première remarque aujourd'hui, ça a été, ben écoutez, il est totalement différent d'hier, je ne le reconnais pas. En fin de compte, son bébé, il n'était pas tout à fait confortable, il avait mal, et c'est pourquoi il avait changé de comportement. Moi, je ne l'aurais pas vu, parce que je ne le connaissais pas avant, et je n'aurais pas détecté cette modification. Mais cette maman, elle a su me le dire, et c'est pour ça qu'on a pu aider son bébé, rapidement. Nous, en fait, on se fie aussi à des échelles de douleur qui existent pour les enfants, pour tous les enfants, pour tout âge. Et pour les prématurés, il y a l'EDIN qui est vraiment une échelle qui permet d'évaluer le confort ou l'inconfort. C'est
l'échelle de la douleur et de l'inconfort du nouveau-né. Et en fait, ça permet de voir aussi une douleur prolongée ou un inconfort. C'est-à-dire qu'on l'évalue sur plusieurs heures. On regarde, il y a plusieurs items pendant les soins, en dehors des soins. Et donc, les thèmes en dehors des soins, il y a le visage, le corps, s'il y a des mimiques particulières. Et donc, grâce à ça, on a des chiffres. Et au-dessus d'un certain chiffre qu'on retrouve, on peut traiter l'enfant par rapport à ça. Voilà, on a l'échelle d'Anne. Elle, c'est plus pour des soins aigus, pour de la douleur aiguë, pardon. Donc pendant des soins. Et on a aussi la Confort qu'on n'utilise pas toujours, mais elle, c'est plus pour les bébés intubés. Et elle permet aussi, en dehors de voir le confort ou l'inconfort ou la douleur du bébé, de voir si le bébé, parce que quand ils sont intubés, ils ont des sédations pour éviter qu'ils aient mal. Et donc, ça nous permet aussi de voir s'il est trop sédaté et pas non plus qu'il y ait trop de sédation et qu'il soit trop endormi. D'accord. Et du coup, j'imagine que en fait, il y a plein d'interventions, plein de soins, plein d'examens qui font j'imagine qu'un bébé peut avoir mal. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe chez ce bébé pour qu'il ait mal? Physiologiquement, tu veux dire? Oui, oui, par Le exemple. fait qu'il soit d'accord. Oui, bah, c'est vrai que un bébé prématuré, lui, ses systèmes corporels, ils sont pas prêts encore. Ils sont un petit peu immatures. Il est très très sensible à la douleur. En fait, si tu veux, par exemple, sa peau est très très fine et du coup, tous les contacts, un petit peu de frottement sur sa peau peuvent créer un peu des douleurs. Son système nerveux, il n'est pas non plus tout à fait prêt à véhiculer le message douloureux. Son Mhm. cerveau étant encore totalement en développement, dès qu'il est confronté à une petite douleur, et ben, le cerveau, lui, se sert de cette information et il crée une voie exprès pour envoyer le message nerveux. Donc, c'est un bébé qui va être très sensible à tout ça. En plus, on a remarqué qu'il y avait, c'était très important tout ce qui était de niveau de l'émotion. La douleur, elle est potentialisée par les émotions, c'est-à-dire que devant certaines émotions, les situations sont encore pires que devant d'autres émotions. Si le bébé, par exemple, il a très peur, eh ben, il va avoir plus mal que s'il n'est pas effrayé. Donc, ce bébé qui est très sensible à son environnement, qui peut être un petit peu inquiet par rapport au bruit, par rapport à la lumière, qui peut être sensible à tout ça, et ben, ces éléments-là vont créer plus ou moins de douleur aussi. Si tu veux, D'accord. il va être plus sensible à cause de tout ça. Le stress aussi. Et on voit aussi, ouais, le stress, c'est ça. Ouais. Dès qu'il y a un peu des éléments qui le stressent, et c'est vrai que les prémas, ils ont besoin de vraiment, on met des caches incubateurs, il faut qu'ils soient un peu dans un univers calme, sans bruit, sans trop de lumière. Et il y a déjà beaucoup de choses quand on est enfin, sans rien faire, il y a déjà du bruit, tout simplement, Ouais. avec l'oreille. Quand on ouvre les tiroirs, il y a plein de choses qui font que. Donc c'est vrai que quand on fait des soins, il faut vraiment essayer de faire au mieux pour limiter tous ces bruits, tous ces côtés négatifs pour lui, parce que c'est un peu en plus un peu empirer la douleur. Et il y a aussi D'accord. il y a des études qui ont montré un petit peu tout ça, qu'il faut faire attention aux premiers soins. Les premiers soins sont hyper importants parce qu'il a le souvenir de la douleur. Donc si on lui fait un prélèvement sanguin sans mettre ce qu'il faut, et ben, la fois d'après, il va rétracter ça. Moi, j'ai eu un exemple avec une collègue justement qui a dit ah oui, c'est impressionnant. On a pris le Mhm. petit dextro et en fait, tout de suite, il a retiré sa jambe. Donc on s'est dit ah, peut-être que les premières fois, ça n'a pas été. Que des fois, dans la précipitation, il y a sans doute. Voilà, personne n'est parfait malheureusement, mais c'est vrai qu'on voilà, on peut pas tout gérer, mais voilà, ça fait partie aussi des choses où il faut faire hyper attention pour éviter de trop amplifier. Oui, la qualité de l'expérience Ouais. qu'il va vivre à l'hôpital va déterminer son seuil de douleur, son seuil de tolérance à la douleur. À la douleur. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire qu'un bébé prématuré, du coup, a plus mal qu'un bébé né à terme, par exemple? Alors, Alors, plus, vas-y. ouais, ils ont pas forcément plus mal, mais plus ils sont préma, plus ils sont sensibles, en tout cas.
Les extrêmes prémas sont encore plus sensibles que les prémas et du coup que les nouveau-nés à terme. D'accord. Donc c'est vraiment lié au fait qu'ils vivent ces expériences beaucoup plus tôt et qu'en plus, d'un point de vue physiologique, il y a tous ces mécanismes qui font qu'ils ressentent particulièrement les choses. C'est ça. Et en plus, comme ils sont nés un petit peu plus tôt, leur état de santé est très surveillé. Et à cause de cette nécessité de surveiller leur état de santé, ils ont plus d'examens qu'un bébé né à terme. Ouais. Donc, ces examens, cette surveillance qu'ils ont, elle est bien plus fréquente et donc elle est potentiellement plus difficile à vivre pour eux. Sauf si on met en place tous les systèmes qui vont les protéger de la douleur. Mais ils ont plus de soins. Peut-être environ 4 soins par jour. C'est ce qui avait été calculé par les études qui luttaient contre la douleur. Chez le Préma, disait qu'il y avait potentiellement chez les enfants nés prématurément 4 soins par jour qui pouvaient être douloureux. Donc ça fait déjà plusieurs expériences au quotidien. Et du coup, c'est pour ça que c'est si important de créer un environnement apaisant pour les accompagner pendant les soins pour diminuer cette sensation potentiellement douloureuse et faire en sorte que ces soins du quotidien soient le mieux vécus possible. Comme ça, leur cerveau se développe tranquillement avec un souvenir moins difficile de ce qui s'est passé. Comme Vanessa l'expliquait avec le bébé qui fait arrêter son pied quand on lui attrape sa jambe, quand on lui a attrapé le pied pour les examens. Et il y a sa peau qui est plus fine, du coup, qui est beaucoup plus sensible. Donc, il faut faire relativement attention à ça. Et dans les 15 premiers jours de vie, la peau, elle évolue aussi. Donc, quand on commence à les toucher, enfin, les bébés à terme, on va leur faire des petits câlins, des petits gazouillis, tout ça. Et les bébés préma, il ne faut pas faire ce genre de petites caresses comme ça. Parce qu'ils sont sensibles. Donc, si déjà ils sont plus sensibles à ça, c'est sûr que quand on va faire un prélèvement sanguin, je pense au prélèvement sanguin parce que c'est ce qu'on fait beaucoup. Il faut faire attention à la façon dont c'est fait. Et ça peut s'apparenter comme un coup de soleil, en fait. Ouais. C'est comme si, par exemple, on avait un coup de soleil et que quelqu'un, pour nous dire « Ah, ça va s'arranger et tout ça », vient et nous frotte le coup de soleil. On a juste une seule envie, c'est qu'ils arrêtent, en fait, de faire ça. Et peut-être que simplement le contact de la main posée, mais qui reste en place, peut au début être difficile, mais le fait que la main reste en place, c'est bien plus apaisant que si ça frottait. Et ça, je trouve que c'est une erreur qu'on fait beaucoup. Je sais que nous, c'est la première chose qu'on avait envie de faire, c'est quand on avait vu notre fils les premiers instants, on a envie de le réconforter en fait, parce qu'il est là et on aimerait bien qu'il soit encore au chaud dans notre ventre. Et du coup, on a envie d'avoir ce côté apaisant et de vouloir le caresser pour lui dire je suis là. Et ça, je sais que c'était la première chose qu'on m'avait dite, c'était faites attention parce qu'il a une peau tellement fragile que chaque caresse en fait peut être douloureuse pour lui, alors que si vous l'enveloppez, si vous le regroupez, si vous lui faites encore un petit peu les parois comme il y avait dans votre ventre, ça va vraiment le réconforter et l'apaiser. Ça, je m'en souviens très bien. Tout à fait. Et l'enveloppement, tu vois, c'est aussi une bonne idée parce que ce qu'il y a, c'est que à cause de cette finesse de la peau et puis du coup les terminaisons nerveuses, elles sont tout près de la surface. L'enfant, il va être aussi très sensible au froid. Donc tout ce qui va être des contacts froids, ça va être désagréable, voire douloureux, mais au moins désagréable. C'est pour ça qu'il y a plein d'objets qui restent à l'intérieur de l'incubateur pour être chauffés. Comme par exemple les compresses pour le change ou le thermomètre pour la température, parce que ça, il faut lutter contre le froid. C'est une des choses faciles à faire qui va lui apporter beaucoup de bien-être. D'accord. Et l'enveloppement, ça va le protéger aussi contre les courants d'air. C'est ça qui va lui faire également du bien. On t'a pas entendu, Vanessa, pardon. On ouvre les portes, en fait. C'est vrai que rapidement, on essaye de les couvrir pour éviter... Là, on a des super incubateurs, nous, en Réanéonat à Béclair, où il y a un petit bouton, on appuie dessus et ça met un rideau d'air. Donc, c'est censé couper ou en tout cas ralentir l'effet du courant d'air. Et quand même, quand on est à deux à faire les soins, quand l'autre ouvre les portes, on sent le courant d'air malgré qu'il y ait le rideau d'air. Donc, c'est vrai qu'il faut rapidement les couvrir pour éviter qu'ils sentent ce courant d'air, en fait. D'accord. Donc plein de petits gestes au quotidien que vous faites pour essayer de limiter toutes les sensations qui pourraient être désagréables ou douloureuses. Donc c'est vraiment toute la partie en fait
ouais, un petit peu prévention, quoi, de toutes ces douleurs qu'il peut avoir pour les enfants. Et justement, qu'est-ce que, dans tous les soins qui sont pratiqués pour les bébés, est-ce qu'il nous, en tant que parents, on voit énormément de soins qui sont faits à nos enfants. Est-ce que tous peuvent potentiellement être douloureux, ou est-ce qu'il y a plus une typologie de soins qui va être plus Oui, douloureuse qu'une autre, par exemple? oui, on peut faire des repères, on peut faire des catégories de soins pour se dire, voilà, comment repérer un soin qui est potentiellement douloureux. On va avoir tout ce qui demande une pression. Par exemple, c'est pas très douloureux, mais ça peut quand même engendrer un inconfort chez l'enfant né prématurément. On l'a vu avec les échelles d'évaluation de la douleur. Par exemple, prendre l'attention, ça leur plaît pas trop parce que ça crée une pression et cette pression, elle leur est désagréable. Donc, tous les soins qui nécessitent une petite pression, ça, on peut les repérer, on peut commencer à mettre en place des choses pour aider son enfant. Il y a aussi tous les soins, malheureusement, qui vont demander à ce qu'on mette un dispositif médical invasif, donc à l'intérieur du bébé. Soit, par exemple, une pose de sonde gastrique qui va rentrer en fait au niveau de la bouche du bébé. Ça peut être douloureux, mais aussi tous les soins qui vont traverser la peau, comme faire une petite prise de sang ou poser une perfusion. Ça aussi, ça peut faire mal. Donc, il y a aussi des éléments à mettre en place avant de faire le soin pour aider le bébé à avoir moins mal. On a remarqué aussi que les soins qui sont avec des décollements, comme enlever un pansement, ou alors, tu sais, quand on refait les moustaches, les petites moustaches, donc c'est donc les adhésifs qui tiennent les sondes gastriques, ou alors les dispositifs qui protègent la peau du bébé quand il y a une ventilation sur son nez. Et ben tout ce qui est enlevé, tout ça, ils détestent les enfants, ils n'aiment pas du tout ces soins-là. Donc là aussi, on peut mettre en place des moyens pour les aider à traverser tous ces moments-là. Et du coup, des petits repères. Justement, dans les moyens qu'on peut mettre en place pour essayer de prévenir tous ces moments qui sont désagréables, voire douloureux pour eux, qu'est-ce qui peut être mis en place dans les services? Qu'est-ce que vous avez mis en place quand vous occupiez des petits? Plein de choses. Ça, j'en doute pas. Bah, déjà, dans un tout premier, la chose la plus simple, en tout cas, comme disait Séverine, il y a le fait de les couvrir, de les contenir et d'être à deux. Parce que il y a des choses qui peuvent être mises en place, mais en fait, il y a aussi il y a plein de médicaments qu'on ne peut pas utiliser chez les prématurés. Donc, il y a dans un premier temps le fait de les coucouner, de les envelopper, de les rassurer. Donc à deux, c'est idéal. Avec le soignant et le parent, ce serait parfait au quotidien. Après, c'est pas toujours possible. Mais si on arrive aussi à être deux soignants, une auxiliaire, une infirmière, deux infirmières, ça fait aussi partie des choses qui peuvent être faites facilement. Et déjà, ça les rassure parce que pour une tension, pour une température, on peut pas se permettre d'utiliser par exemple du sucrose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des doses à pas trop dépasser. Donc et souvent, moi je l'utilise très 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 souvent, mais pour la température et la tension, par exemple, vaut mieux peut-être éviter pour justement garder aussi pour tout ce qui est prélèvement, pose de sonde, mais en tout cas, quand on retire des adhésifs, on peut mettre de l'eau un petit peu chauffée qui a été mise dans l'incubateur, de l'eau pour déjà que ça se décolle, et ensuite on donne le sucrose 2 minutes avant avec la succion. Ça, et c'est vrai que, et moi, ce que je fais, c'est que je retire, je mets ma main à l'endroit où j'ai retiré le sparadrap, enfin mon doigt, pour un peu calmer. J'attends qu'il tète, et puis ensuite je recommence. Parce que ça, encore, ça va, mais des fois, on a des petits comme fils, je sais pas si vous vous rappelez, mais avant, Ouais. voilà, en fonction, fixé sur la peau du bébé, on peut mettre un comme-fil avant, parce qu'on ne va pas tout le temps retirer. Et le comme-fil, c'est terrible à retirer. C'est vraiment. Alors, l'idéal, c'est de le faire. C'est une grande surface déjà Voilà. sur la joue du bébé. Et du coup, l'idéal, c'est de pouvoir le faire dans le bain ou lors d'une toilette pour pouvoir vraiment humidifier. Et que déjà ça limite les choses. Oui, c'est vrai que ce que tu dis, c'est ça, c'est que à chaque fois qu'il y a un soin qu'on peut repérer comme qui pourrait faire mal au bébé, eh ben, on essaie de s'organiser avant. On essaie de préparer ça. On essaie de trouver des moyens pour limiter la douleur avant de le faire. Donc, la plupart du temps, on met en place comme un petit peu une action de prévention. Donc, pour certains soins qui sont très difficiles,
potentiellement très douloureux, les médecins, parfois, ils vont mettre en place des médicaments antalgiques d'emblée parce qu'ils savent que du coup, ça va faire mal. Donc, pour faire au mieux pour le bébé, les médicaments, ils sont déjà donnés avant le soin. Tout est fait pour que l'enfant ait le moins mal possible. C'est vraiment une préoccupation, en fait, des équipes parce que c'est vraiment pas le but. On est là pour le confort du bébé, pour qu'il se développe le mieux possible, pour que son cerveau soit le plus performant possible. Et la douleur, elle n'est pas du tout la bienvenue, en fait, en néonat et auprès du bébé. Ouais. Donc, on a tout un tas de traitements médicamenteux. On va pouvoir mettre du paracétamol, ça c'est un traitement qui est connu pour des douleurs de longue durée. On a même de la morphine qu'on met aux enfants. Alors, c'est des doses de morphine qui sont vraiment très très petites. Elles sont adaptées aux prématurés. C'est des mini doses qu'on va adapter au plus juste, justement, grâce à l'observation des échelles. Et ces traitements, ils vont être ajustés quand on verra les réactions du bébé, selon la durée du soin et puis selon aussi, voilà, si l'enfant est vraiment très endormi, on va mettre un petit peu moins parce qu'on va essayer d'éviter qu'il soit trop sédaté, comme on disait au tout début. Et avant de faire des soins qui nécessiteraient pas de médicaments, mais qui, comme expliquait Vanessa, pourraient occasionner des douleurs pour le bébé, on se garde en fait des médicaments un petit peu sous le coude, on va dire, pour des choses plus difficiles pour lui dans la journée. Si on a déjà épuisé tous nos moyens le matin, bah, si l'après-midi il a besoin d'aide, on va être un petit peu dans la complication. Donc, on essaye de faire en sorte que ça se passe bien, le mieux possible, en utilisant le moins de médicaments possible. Donc, on prépare tout ça. Et le fait d'être à deux, c'est vraiment très important parce qu'une personne va se concentrer sur le soin et l'autre personne va se concentrer sur le bébé surtout. Donc, on va pouvoir observer comment il réagit, va pouvoir être disponible pour lui, pour pouvoir le rassurer, pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle, nous, les moyens non médicamenteux qu'on peut utiliser contre la douleur. Donc, les installations, tous les moyens qu'on peut mettre en place pour qu'il soit distrait par nous au lieu de penser à ce qui se passe et au lieu de ressentir la douleur. Et aussi, cette personne qui va être disponible pour lui va pouvoir aussi nous renseigner si l'enfant est prêt, ce qui va nous permettre d'ajuster le soin avec la capacité de supporter le soin du bébé. S'il commence à se défendre et à pleurer et à dire non, ça va pas, je suis pas prêt et tout, eh bien, ou à montrer ça, eh bien, la personne qui est dédiée en fait à son confort va pouvoir nous dire écoutez, là, stop, l'enfant n'est pas prêt. Ce qui arrive souvent, Vanessa, Oui. de dire stop, l'enfant n'est pas prêt. Et comme ça, on fait une pause, on attend qu'il récupère et que tout se passe bien. Les soins qui sont potentiellement douloureux peuvent durer un petit peu plus de temps pour permettre au bébé de trouver les moyens de gérer ça, de gérer son temps, de gérer cette douleur potentielle qui arrive, de se sentir prêt, d'être suffisamment sédaté, on va dire suffisamment aidé au niveau de certains médicaments ou même du sucrose pour pouvoir être prêt pour son soin. Donc, on a vraiment besoin d'être à deux. Et là, les parents, ce serait vraiment l'idéal, quoi. Que ce soit le parent qui soit auprès de son bébé et qui dise, voilà, il est prêt, je suis avec lui, tout va bien, on peut commencer. Attendez, stop, ça ne va pas. Ok, on attend. Ça, c'était exactement la question que j'allais vous poser. C'est qu'il y a, du coup, il y a ce travail qui est fait à deux d'un point de vue soignant, mais du coup, est-ce que le parent n'a pas aussi un super rôle à jouer? En fait, parce que tu disais, Séverine, au début, qu'en fait, le parent connaît bien son bébé et qu'il le voit au quotidien, donc il peut identifier des comportements qui laisseraient penser qu'il peut avoir mal, notre live. Et du coup, comment le parent peut faire, comment nous on peut agir pour vous aider dans les soins, parce que c'est sûr il y a souvent ce sentiment où on sait pas trop comment prendre notre place, parce que on voit d'un seul coup il y a les médecins qui débarquent dans la chambre, va y avoir tel examen qui va être fait et on est un peu là, on est complètement spectateur parce que on n'est pas moteur de ce qui se passe sur nos bébés, donc il est parfois assez compliqué en tant que parent de savoir est-ce que là je peux participer en quelque sorte, en tout cas être à côté du soignant pendant le soin de mon bébé. Est-ce qu'il y a une place du parent et comment concrètement il peut la prendre s'il y en a une? Les parents, c'est les mieux placés pour participer aux soins quotidiens et aux soins douloureux. Comme disait Séverine, c'est ceux qui connaissent le mieux leur bébé. Nous, on arrive ponctuellement, alors on essaye de les suivre et de les connaître, mais vraiment, les parents, c'est les mieux, les mieux placés. Soit on peut mettre, comme on disait, les mains pour les contenir, les rassurer,
leur parler. Ils connaissent votre voix mieux que la nôtre. Ils l'ont connue pendant des mois. Enfin, donc, et ça fait bien s'adresser à eux. Mais moi, j'aime et des fois, j'essaye de faire venir le parent du même côté que moi. Alors, c'est pas toujours simple niveau organisation en fonction de ce qu'on fait, mais au moins, et quand on est vraiment face au bébé et qu'on arrive à lui parler vraiment les yeux dans les yeux, en fait. Alors, ça dépend des soins qu'il y a à faire, mais ça, c'est hyper important. Ils connaissent les voix, chanter des chansons. Quand on peut faire les soins dans les bras, c'est encore mieux, mais c'est pas toujours facile non plus. Mais j'ai fait une injection de PO dans les bras de la maman en semi-pot à pot, en fait. Et la petite, elle n'a pas du tout réagi. J'ai bien insisté avec la maman, lui disant ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. Elle me dit bah non, vous me dites. J'ai dit bah non, c'est vous, vraiment. Il n'y a que vous qui pouvez dire. Déjà, si vous vous sentez prête, parce que c'est pas la peine il faut aussi que le parent soit serein. Il y a des parents qui n'aiment pas les piqûres. Et c'est pas la peine de mettre un parent en difficulté. Tout se passe pour le mieux. Et il peut très bien être là, si lui il est en difficulté, être un peu à l'écart, mais rester présent et être présent pour son bébé tout en étant à l'écart. Là, en l'occurrence, la maman elle m'a dit il n'y a aucun souci, donc on l'a installé, on s'est installé, c'est un peu compliqué, il faut mettre le siège, le truc, le machin. Une fois que tout était bon, que la petite a tété bien son sucre, ce qui est important de toujours les laisser téter 2 minutes et moi, tant qu'ils têtent pas, ce qu'ils font toujours d'ailleurs, quand je dis je vais piquer, ils s'arrêtent de téter. Donc je dis bon bah d'accord, bah, je pique pas. Et puis du coup, et puis je leur ai dit je pique et puis ils s'arrêtent. Alors j'ai dit bah, il y a un moment il faut que je pique, alors il faut toujours téter. Et puis mais c'est vraiment très très impressionnant. Après c'est vrai que dans les cours de DU on nous dit souvent il faut pas dire je vais piquer. Il faut prévenir l'enfant mais il faut pas dire piquer parce que c'est assez c'est visuellement déjà fort. Voilà. Mais c'est vrai que moi, j'arrive encore pas à. J'essaye de. Et puis, il faut pas dire attention, parce que ça veut vraiment dire attention, il y a quelque chose de catastrophique qui va arriver. Donc, j'arrive à dire je vais piquer. Il y en a qui disent ça va pincer, enfin voilà. Mais toujours est-il que ce soin-là a été fait un vendredi, je crois, et le lundi, je retravaillais et j'ai redit à la maman bah voilà, aujourd'hui, il y a le PO, on fait quoi? Ah, ben, on l'a fait dans les bras. Et voilà. Génial. C'est génial, c'est ça, c'est génial. Il faudrait vraiment ça, ce serait l'idéal que les parents, enfin, je sais pas, ils ont il y a que eux qui peuvent faire ce genre de truc. En plus, il a été montré que quand on fait les soins à 4 mains entre soignants, c'est moins efficace que quand on fait les soins à 4 mains avec soignants et parents. Et c'est logique en soi, parce que comme Vanessa disait, les parents sont bien plus rassurants que les soignants pour les bébés. Ils reconnaissent beaucoup mieux, ils reconnaissent l'odeur, la voix, ils reconnaissent le parfum pour peu qu'on ait installé un linge avec l'odeur de sa maman, par exemple. Donc, c'est bien plus efficace de lutter contre la douleur avec quelqu'un qui est encore plus apaisant pour l'enfant. Donc, effectivement, on peut se battre pour la place des parents auprès des soins tout le temps et encore plus pour les soins douloureux parce que c'est plus efficace. Donc, ils ont toute leur place là-bas. Alors, si on explique un petit peu tout ce qu'on peut faire au niveau non médicamenteux, donc c'est ça ce qui va concerner un petit peu les parents, en fait, parce qu'ils ne vont pas eux-mêmes prescrire la morphine à leur bébé. Du coup, on peut essayer de cloisonner. Déjà, pour faire un soin qui est plus confortable, on va essayer de bien installer le bébé. Et pour installer un bébé dans une position confortable, on peut lui proposer une position, par exemple, sur le côté, tout regroupé contre lui, tout en flexion, un peu comme il était dans le ventre en fait. Ça s'appelle la position latérale en flexion. Il a été montré qu'un soin fait sur le côté est moins douloureux qu'un soin fait sur le dos. Donc à partir du moment où on le sait, c'est tout bête de s'installer sur le côté par rapport à rester sur le dos finalement. Le regroupement des membres, donc ça veut dire en fait que les mains sont regroupées vers elles et elles sont regroupées vers la bouche du bébé et les pieds se touchent aussi. Ça aussi, on a montré que c'était une bonne chose pour les bébés, que ça améliorait leur confort. Et évidemment, comme disait Vanessa, quand on est installé dans les bras ou en peau à peau, le soin est tellement mieux vécu. Donc, au niveau des installations, on peut proposer des câlins pour soutenir son bébé. Après, tout ce qui va être apaisant aussi, c'est tout ce qui concerne la contenance. Donc, c'est comment on va toucher son bébé, comment on va mettre les mains autour de lui. Donc, les touchés rassurants, c'est le toucher, déjà, on a dit qu'il ne frottait pas. Et on peut poser la main du bébé, on peut poser notre main sur la tête du bébé et l'autre main sur les fesses ou les pieds pour qu'il retrouve des appuis qui sentent bien les limites de son corps, comme tu disais Laure au tout début. Qu'il ressent bien un petit peu où ça commence ta tête et où se termine en fait son petit corps. Ça, on a vu que ça apaisait beaucoup les bébés.
et que ça leur permettait de mieux gérer la douleur. Et évidemment, tout ce qui est contenance et enveloppant aussi, mettre le petit linge autour de lui, ça peut être en même temps qu'on fait ce toucher rassurant. C'est vrai, on a juste une question de. Peux-tu répéter comment s'appelle la position sur le côté qui est reconnue pour apaiser? Oui. Ça s'appelle la position latérale en flexion. Position latérale en flexion, donc vraiment sur le côté, on a les mains et les pieds qui se touchent et on a le bébé qui est regroupé sur lui-même comme ça, tout en flexion comme il était dans le ventre. C'est une position qui est décrite dans les soins du développement. Donc ça, c'est un chapitre aussi qui montre plein de choses pour aider les bébés, les soins du développement. On a aussi, comme moyen non médicamenteux qu'on peut confier aux parents, c'est comme tu disais Vanessa, leur confier en fait la tétine avec le sucrose. On donne les petites gouttes de sucrose et le parent peut encourager le bébé à téter sa petite tétine pendant les 2 minutes avant de commencer le soin. Il faut bien que ce soit 2 minutes, hein, Vanessa, parce que avant 2 minutes, c'est pas bon. Il faut qu'il tète pendant 2 minutes. Ça fait pas effet avant 2 minutes. Si on n'attend pas, ça fait pas effet. Non, ça sert à rien de donner le sucrose et la tétine si on n'attend pas les 2 minutes, parce que c'est pleinement efficace à 2 minutes. Alors c'est comme si on l'avait donné pour rien, si on le faisait comme ça et qu'on faisait le soin avant les 2 minutes. C'est dommage, on a perdu une possibilité de donner la tétine et le sucrose alors qu'on n'a pas attendu que ce soit fini, quoi. C'est comme si on avait voulu manger un plat cuisiné et qu'on attendait qu'on le mangeait tout surgelé, alors que voilà, on devrait le cuire vraiment le temps indiqué, quoi. Donc là, il y a un temps indiqué pour la tétine et le sucrose, c'est 2 minutes. Et comme disait Séverine, ça correspond aussi à l'organisation, à la prévention au début du live, elle parlait de ça. Si les parents sont là, on donne le sucre, les parents gèrent la tétine, et pendant ce temps, on prépare notre soin, notre prélèvement, le matériel. Peu importe le matériel, et du coup, ça passe hyper vite, 2 minutes. C'est sûr que quand on attend, bon, c'est un peu plus long, mais enfin, c'est rapide. Et je veux dire, si on attend, on a l'impression que c'est long, alors que c'est vraiment hyper rapide. Donc après, il faut vraiment tenir compte de tout ça parce qu'il y a aussi la possibilité de faire en mise au sein. Ça accumule le pot à pot, la succion et le lait maternel qui est aussi efficace en succion. Maintenant, il faut pas que ce soit du lait maternel tiré parce que ça a été prouvé que c'est moins efficace que s'il le prend directement au sein de maman. Il faut que l'allaitement soit bien lancé pour qu'il y ait bien du lait. Et là, c'est le top du top en fait, parce que si la maman est à l'aise, que le soignant est à l'aise dans la position en fonction et que le bébé est bien, là on cumule tout en fait. On a l'enveloppement, on a la succion, on a le lait. Si on a un doute, on peut mettre une goutte de sucre, un petit peu de sucrose pour vraiment le côté sucre qui sécrète les endorphines, etc. Et comme ça, il y a tout en fait, tout est regroupé. Et si le papa est là et qu'il parle à son bébé en plus pour rajouter et cumuler tous les effets bénéfiques, c'est juste parfait parce que là on parle de maman avec la mise au sein mais ça peut faire la même chose dans les bras du papa en position latérale et c'est la maman qui parle ou qui les berce aussi. On a vu qu'en faisant des petits bercements au niveau du bassin, etc., ça leur fait du bien. Leur chanter des chansons, mettre de la musique, il y a vraiment beaucoup. Oui, ça c'est toute la distraction. Voilà. C'est pour que l'enfant s'intéresse à quelque chose d'autre que le soin douloureux. Donc ça est utilisé beaucoup en pédiatrie. Et par exemple, en pédiatrie, on peut faire de l'hypnoanalgésie, on peut raconter des histoires aux enfants pendant qu'ils sont en train de faire les soins douloureux, ils peuvent regarder leurs dessins animés préférés, etc. Mais ça marche pas avec les prématurés, évidemment, tout ça. Les distractions qu'on peut faire avec les prématurés, c'est surtout la musicothérapie. C'est leur faire écouter des musiques qui sont super intéressantes pour eux, c'est-à-dire des musiques qu'ils ont déjà connues quand ils étaient in utero, quand les parents écoutaient de la musique pendant la grossesse. Ou des musiques qui leur font du bien, que parfois ils écoutent quand ils sont en câlin ou quand ils font le bain. Donc, ça marche. Ça, on l'avait constaté avec Gaëlle, parce que justement, Gaëlle avait trouvé une étude qui avait été faite par l'hôpital de Genève, où ils avaient développé tout un protocole, on en parle d'ailleurs sur Petit Mais Costaud, parce que pour nous, ça avait été juste incroyable, où des musiques avaient été développées et écrites spécialement pour les bébés prématurés en fonction de leur état, que ce soit un état d'endormissement, une phase d'éveil, une phase, phase de réveil, phase d'éveil et phase d'endormissement. Et donc c'était une musique qui avait été travaillée pour chacune de ces phases, et il y avait tout un protocole pour faire écouter au bébé ces musiques en fonction de la phase dans laquelle il était. Alors nous on l'a complètement réadapté à notre niveau, mais en fait quand on était en pot à pot avec notre fils,
on passait toujours, on avait 3 musiques douces qu'on passait, et notamment du Yann Tiersen, parce que c'est des musiques que moi je jouais quand j'étais enceinte, et on se disait, bah, ça va peut-être lui rappeler quelque chose, des sensations. Et ça, on le faisait très très souvent quand on était en pot à pot, et à Béclair, c'est vrai qu'on nous permettait de pouvoir mettre une petite musique, on avait pu ramener une petite enceinte, et on mettait le niveau tout bas, mais ça permettait nous déjà de nous apaiser, créer un moment de pot à pot hyper zen, en fait, où on profitait vraiment de ce moment-là. Et on l'a fait, mais je pense hyper régulièrement. Après, on demandait toujours conseil aux soignants, savoir si on pouvait le faire, et en fonction de l'état de Maë. Et en fait, ça a été assez incroyable parce qu'on a continué à lui passer ses musiques quand on était sorti de l'hôpital et qu'on était rentré à la maison. Et ce qui était juste hallucinant, c'est que dès qu'on avait une crise de pleurs et qu'on passait cette musique, il s'arrêtait instantanément de pleurer. Mais c'était bluffant. On a des amis, on était en voiture et il s'était mis à pleurer. On a passé la musique, il s'est arrêté. On nous a dit, mais enfin, vous avez fait quoi? Vous l'avez complètement, vous l'avez enfin, qu'est-ce que vous lui avez fait, quoi? Et c'est vrai que c'était assez incroyable de voir il associait cette musique à un moment d'apaisement, j'imagine. Et en tout cas, ça, donc le côté musicothérapie, ça, c'est quelque chose que nous, on a pu tester et c'était incroyable. Mais tu vois, ça montre bien à quel point le cerveau d'un enfant qui est né prématurément est sensible. Et donc là, ce que vous avez pu faire avec Maë, c'est trop bien parce que au lieu que la douleur ait créé des chemins, des voies dans le cerveau pour se frayer un chemin rapidement au cerveau, la musique, en fait, le bien-être a créé des chemins directs. Et c'est probablement ce qui a pu se passer dans la voiture. C'est-à-dire que soumis au même stimulus positif, lui, il ressent tout de suite un état de bien-être qui lui apporte tellement d'apaisement que tout son problème s'arrête, en fait. C'est grâce à cette notion de plasticité cérébrale, c'est comme son cerveau s'est développé avec ça. Donc ça, c'est ce qu'on disait au début. Et c'est vraiment super. Et tu vois, là aussi, les parents, ils ont beaucoup de choses à pouvoir apporter à leur bébé parce que ce qui se passe au niveau de la douleur, c'est que plus un enfant est dans le bien-être, moins son seuil de douleur est élevé. Mmh. Donc, en fait, ça veut dire que si un enfant est stressé, son seuil de douleur est plus important. Et si un enfant se sent bien, si un enfant est soumis à des soins qui lui apportent beaucoup de bien-être, eh ben, son seuil de douleur va s'abaisser énormément. Donc, ce qu'on peut faire aussi quand on est parent, c'est favoriser des soins qui vont augmenter le bien-être du bébé. Ça lutte durablement contre la douleur, comme vous avez fait avec Maë, avec la musique. Mais dans les soins qu'on peut faire qui vont plaire au bébé, enfin, chaque parent va savoir un petit peu ce qui a été bien pour son enfant. C'est aussi, par exemple, tous les pots à pot. Il faut essentiellement favoriser les pots à pot parce que c'est prouvé que ça a un effet durable dans la lutte contre le stress et donc contre la douleur de l'enfant. Donc, tout ce qui va être répétition des pots à pot, si l'état du bébé le permet, bien sûr, va être très très bénéfique au long terme pour le bébé. Déjà tout de suite pour les soins douloureux, mais aussi dans la durée. On peut penser à d'autres soins comme les bercements, comme Vanessa disait, le fait de stimuler son bébé par des bercements plus ou moins régulièrement pendant les soins quotidiens et tout ça, va lui favoriser le bien-être et puis lui permettre d'abaisser son seuil de douleur. On peut penser au bain enveloppé. Si les enfants apprécient le bain, pourquoi ne pas en faire un bain spa, un bain super agréable, un bain très détendant, super apaisant. Pourquoi ne pas en faire un soin de confort et de bien-être? On peut aussi inclure du massage. Il y a des experts du toucher massage en néonat qui travaillent sur comment masser un bébé prématuré et lui apporter du bien-être pour créer en fait des voies sensorielles positives dans son corps et lui permettre que chaque sensation soit le plus agréable possible. Comme ça, lorsqu'une sensation désagréable intervient, elle est moins forte en fait que les sensations agréables qu'il a pu connaître. Des stimulations positives, ça s'appelle. Donc voilà, et puis l'allaitement aussi est un soin positif qui va beaucoup plaire au bébé et qui va, plus il va y avoir de mise au sein, même si ce sont des mises au sein plaisir, eh ben, plus elles sont favorisées et plus c'est efficace pour le bien-être du bébé. Donc là, les parents ont vraiment toute leur place à ce niveau pour créer des situations de bien-être, en fait. Et je me souviens, pardon Vanessa, vas-y, excuse-moi.
T'en prie. Non, j'allais dire, je me souviens aussi quand on était à l'hôpital où on nous disait beaucoup parlez à votre bébé. Nous, on avait le sentiment que le fait de le toucher, au final, serait plus efficace parce que là, il sent vraiment notre présence, alors que le fait de lui parler, la première chose qu'on peut se dire, c'est il comprend pas ce qu'on lui dit, donc ça n'a pas vraiment un impact par rapport au pot à pot ou par rapport au fait de l'envelopper, par exemple. Et en fait, si, parce que c'est vrai que la voix, ils la connaissent. Et tout est lié, en fait. Et même nous, quand ils font des bradis ou il y a des choses quand on arrive et qu'on dit dis donc, ça suffit, non, 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 bah, on remonte. Et puis, tout comme l'autre fois, j'ai remarqué aussi sur une petite qui était un petit peu speedouille et tout ça, et ben. Moi, je me suis posée, j'ai mis mes mains en mode tranquille et je me suis concentrée sur ma respiration pour être vraiment en mode détente. Et ça a aussi vraiment des effets positifs sur les bébés. Donc, et encore une fois, c'était moi avec ma voix de soignante qu'elle connaît très peu. Mais je veux dire, les parents avec, qui ont cohabité, les mamans qui ont cohabité avec leur bébé pendant autant de semaines, bah forcément, même, on s'imagine, c'est vrai on s'imagine pas, et même quand on arrive en tant que soignant en réanimation, enfin, je veux dire, on s'imagine pas tous les côtés bénéfiques qu'il y a et on ne pense pas qu'un enfant puisse comprendre autant aussi petit, mais entre l'intonation de la voix, le souvenir de la voix, le côté calme, apaisé, il y a des choses qui ont été faites aussi avec les battements de cœur. C'est Kalinange qui fait ça et qui a un petit nuage là, il y a des petits battements de cœur qui sont enregistrés. Enfin, il y a plein de choses qui existent et ça permet d'avoir toujours une petite présence auprès du bébé. Si les parents peuvent pas, parce que c'est pareil, enfin, c'est hyper chouette s'ils sont là tout le temps, mais enfin, eux, ils ont des choses à gérer à côté. Enfin, il y a le quotidien, Il il y y a a tout le quotidien, ouais. pas non plus culpabiliser. Et- C'est génial s'ils peuvent être là tout le temps. Alors, bien sûr, mais c'est génial aussi qu'ils soient. Enfin, et à un moment, il faut faire la part des choses, il faut gérer tout le quotidien, il faut gérer l'arrivée du bébé, il faut gérer tout plein de choses quand le papa reprend le travail. Enfin, donc, et c'est top si les parents sont là, mais il faut aussi qu'ils pensent à eux, à se reposer, à être bien eux pour que leur bébé soit. La voix est très importante et c'est vrai que quand ils peuvent laisser, par exemple, le son de leur voix sur un support et tout, qui, par exemple, va chanter une chanson à leur bébé ou va lui faire un petit discours d'encouragement, de bien dormir pendant la nuit, des choses comme ça, ou alors qui va lire une histoire, et ben, l'enfant reconnaît tout de suite la voix de son parent et c'est pas forcément au niveau de la musicalité que de la voix, c'est aussi au niveau de la prosodie, ça s'appelle, c'est la façon de parler. Donc ça, on le voit, il y a énormément de différences en fonction des cultures. Et quand je pense à des enfants qui ont des origines différentes de celles des soignants, et on le voit à Béclair parce que à Béclair, dans l'équipe soignante, il y a plusieurs nationalités aussi, avec plusieurs accents différents. On a énormément, par exemple, d'Italiens qui travaillent dans le service. C'est pas la même façon de parler au bébé. Et du coup, l'enfant a besoin de retrouver cette façon de parler qu'il connaît, qu'il a entendu pendant qu'il était dans le ventre. Et ça, seule la voix des parents peut le faire. Une fois, j'ai été bluffée parce que une petite fille qui refusait d'ouvrir les yeux pendant toute la journée, j'étais avec une collègue, on essayait de trouver pourquoi, qu'est-ce qui se passait et tout. Et on a eu la maman au téléphone et on lui a demandé de parler à son bébé. Et en fait, dès qu'elle a entendu la voix de sa maman et cette façon de parler comme ça, elle a ouvert les yeux d'un seul coup et c'était comme si elle s'était rallumée, en fait. Donc, c'est très important pour eux d'entendre la voix et tout ce que vont dire les parents. C'est très, très, très important. Et aussi bien la maman que le papa ou le coparent, j'imagine. Oui, Parce qu'à chaque fois, c'est vrai oui. qu'on parle de la voix de la maman, mais la voix du coparent, il l'a entendu, le bébé l'a aussi entendu pendant toute la grossesse aussi. Vu à quel point ça avait marché, quand la maman est venue rendre visite à son bébé, comme le papa était resté au pays pour des raisons de travail et que la naissance est arrivée vraiment de façon surprenante, comme c'est souvent le cas avec les prématurés, le papa n'était pas encore arrivé et il était resté loin d'elle. Ben, elle a appelé tout de suite le papa et puis elle lui a fait parler à son bébé. Et du coup, on a eu la même réaction. La petite, elle était super intéressée par ce elle entendait, etc. Donc, c'est devenu un rituel quotidien. En fait, il s'appelait tous les jours. Et le papa, il enregistrait des messages pour sa fille, etc., le temps de pouvoir revenir la voir. C'était trop bien. Donc, comme quoi, on n'imagine pas. Je pense qu'on est nombreux en tant que parents à ne pas imaginer à quel point on peut avoir un effet bénéfique sur son bébé. Et ça,
et du coup, c'est vrai que ça rejoint un peu ce que tu disais, Vanessa, sur le côté culpabilité, c'est que euh, on n'imagine pas le bienfait qu'on peut avoir pour son bébé. Par contre, on a l'envie d'être présent pour lui parce qu'on a aussi ce rôle de parent et cette responsabilisation qui arrive. Mais du coup, il y a un côté aussi très culpabilisant de se dire bon bah là j'ai un événement, j'ai le reste des frères et sœurs dont il faut s'occuper. Il y a le quotidien, il y a un événement familial qui arrive et je vais pas pouvoir être à l'hôpital. Et en fait, il y a un côté hyper culpabilisant de se dire bah là je vais pas être aux côtés de mon bébé et ça va être quoi l'effet quoi. Mm. Mais c'est vrai, là encore ce week-end, il y a une maman qui devait venir aux soins de 14 heures et elle nous appelle et elle peut pas et tout ça. Est-ce qu'on peut attendre pour le bain? Ah bah, bien sûr, moi j'ai dit je vais pas faire le bain sans vous. Question, donc, et puis il sera fait demain ou plus tard. Et elle est arrivée vers 19 heures et du coup j'étais avec une étudiante et je lui dis ça a été. Elle me dit oh la maman elle est pas, enfin elle culpabilise un petit peu parce que elle a trois autres enfants. Et elle me dit souvent, il y en a deux grandes, enfin ados un peu, et puis une un peu plus, je crois que c'est 5 ans. Et elle me dit, la petite de 5 ans, elle me dit, elle voulait absolument que je mange avec elle et tout. Ben, je lui dis, vous avez raison. Oui, non, mais c'est la petite prématurée, elle a plus besoin de moi. Je dis, bah non, tout le monde a besoin de vous, en fait, de vos grands, aussi bien les grands que les petits. Et ce qui est difficile, et c'est hyper difficile, c'est de réussir à diviser le temps, d'être là pour tout le monde, de faire plaisir à tout le monde et de mais en fait, en soi, là, elle a hyper bien géré. C'est ce que je lui dis. Je lui dis, bah, il n'y a pas de souci. Vous n'étiez pas là à 14 heures, vous êtes là. Bah, le bain, il va être fait là avec la collègue de nuit. Et voilà, il y a aucun problème avec ça. Il faut aussi que les soignants, ils rassurent les parents. Enfin, je veux dire, moi, je leur dis souvent, bon, il faut bien que vous mangiez. Alors, plutôt que de manger un truc dégoûtant à la cafétéria de Béclair, eh ben, vous prenez une demi-heure de plus et vous allez faire un petit resto sympa et vous mangez quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a des choses, il faut le faire. Et si on n'est pas bien, eh ben, on ne pourra pas être bien pour le bébé. Et donc, le bébé, forcément, il sera moins bien. Alors que si le parent est en forme, qui prend des petits temps pour lui, moi, je dis des trucs toujours les mêmes choses d'ailleurs, mais si ça vous fait du bien de boire un café au soleil, après, je fais en lien avec ce que moi j'aime bien. Moi, j'aime bien prendre mon café en plein soleil. Et ben, si c'est qu'un quart d'heure, et ben, c'est pas grave. Il faut prendre ce temps pour. Et c'est plein de petites choses qui peuvent au quotidien. Déjà, au début, on se dit ah non, c'est impossible, je peux pas, faut que je sois à l'hôpital et tout. Oui, il faut être à l'hôpital, bien sûr. Mais en fait, une fois que vous arrivez à mettre ça dans votre planning, même si c'est que 10 minutes ou qu'un quart d'heure, ou parce que après, il y a des choses où oui, mais je peux. Il y a des parents qui me disent mais je peux pas en fait, je peux pas prendre du plaisir et du bon temps alors que mon bébé est à l'hôpital et hospitalisé. Mais en fait, si, parce qu'il faut s'imposer ça. Alors c'est pour ça au début c'est 10 minutes, c'est pour ça que je parle d'un café parce que c'est rapide et puis voilà. Puis tous les jours on prend le café et puis on respire et puis on prend l'air, on s'aère, on prend un livre, on prend un bouquin et puis au fur et à mesure on arrive à prendre ces petits temps parce que même au retour à la maison, il faut tout le temps réussir à prendre un peu de temps pour soi pour être plus disponible. C'est hyper difficile, hein, c'est sûr, mais je pense que c'est hyper important et il faut surtout pas culpabiliser de ça. Enfin, il faut réussir à trouver le rythme le mieux pour tout le monde en fait. Et un parent qui sera stressé et fatigué, et bah, ça va pas forcément être aidant pour son bébé et on le voit bien. Enfin, ils ressentent tout, c'est une évidence. Oui, les parents, ils doivent prendre soin d'eux. Voilà. Ils doivent prendre soin d'eux parce qu'en prenant soin d'eux, quelque part, ils prennent soin de leur bébé, comme tu disais. Oui. Parce que tout ce qu'ils vont mettre en place pour aller bien, pour aller de mieux en mieux, ce sera d'autant plus des choses positives qu'après, ils auront à transmettre à leur enfant, plutôt que de la fatigue et du stress, comme tu disais. Parce que le fait d'investir sur soi, sur comment on se sent, d'essayer d'identifier ce qui pourrait nous faire du bien. Alors, ça peut être tout simplement d'échanger, ça peut être de se reposer, de faire une pause, ça peut être, comme tu disais, des petits moments de plaisir qui vont nourrir ce sentiment de bien-être qu'on peut avoir et qu'on pourra partager avec son enfant. Ça peut être aussi de demander un petit peu d'aide ou d'obtenir du soutien, de savoir dire à l'entourage, j'aurais bien besoin d'un petit coup de main là-dessus ou sur tel sujet, ou alors de se rapprocher des communautés qui parlent de personnes qui vivent la même chose que nous. C'est toutes ces petites choses-là qui vont faire qu'on va mettre en place un système vertueux qui va déjà permettre, en tant que parent, probablement de tenir un peu mieux dans la durée pour l'hospitalisation. Et à chaque fois qu'on vient, d'avoir plein de choses positives à transmettre à notre bébé au niveau de nos sensations et de la façon dont on se sent. S'investir sur soi,
Prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Et prendre soin de soi quand on est parent, c'est prendre soin de ses enfants. C'est au contraire très important. Ça fait partie de tout notre système de gestion de la douleur. Effectivement, quand on est en soutien avec notre enfant qui traverse des moments difficiles, pour nous aussi, ça peut l'être en tant que parents. Et c'est normal qu'on ait besoin d'une pause. Et c'est normal qu'on ait besoin d'en parler ou c'est normal qu'on ait besoin de faire quelque chose qui nous réconforte. Dans la grille d'évaluation de l'EDIN, il y a tout un item qui concerne le réconfort. Et qui demande est-ce que votre enfant a besoin de réconfort, comment est-ce qu'il se calme, etc. Les parents aussi peuvent avoir besoin de réconfort et tout ce réconfort que leur bébé dont il a besoin, comment vont-ils le fournir si eux-mêmes n'ont pas pu se réconforter? Vous voyez, c'est ça qui est très important. Donc, c'est une grande responsabilité pour les parents de se déculpabiliser d'avoir ces gestes-là vis-à-vis d'eux parce qu'en fait, quand ils le font, c'est pour leur bébé aussi. Pour eux et pour leur bébé. Et c'est là qu'on voit aussi l'importance de la relation qu'on peut avoir entre parents et soignants quand on est à l'hôpital parce que, je sais que nous, avec Claire, on a ressenti énormément de bienveillance. Alors, avec vous deux, bien évidemment, ça, je pense qu'il y a même pas de sujet là-dessus, mais avec l'ensemble de l'équipe, j'avoue qu'on a toujours ressenti énormément de bienveillance. Et ce qui nous a permis aussi de, parfois, effectivement, prendre un moment pour nous parce qu'on était poussés par les équipes qui s'occupait de notre fils, qui nous disait là, ça fait un moment que vous êtes là, allez prendre l'air. C'était exactement ça. Le restaurant, je pense d'ailleurs que c'est toi, Vanessa, qui nous l'avait dit à l'époque. Et on l'a fait, tu vois. et on l'a fait. Et en fait, on avait un côté, on se disait tu te rends compte, on va au restaurant alors que Maï est encore à l'hôpital. Et en fait, ça nous a fait beaucoup de bien et on est arrivé beaucoup plus serein. En plus, c'était plutôt le soir et donc on avait appelé l'équipe de nuit pour avoir des nouvelles et puis il avait passé en plus une bonne soirée. Donc en plus on avait passé une nuit plutôt reposante, ce qui n'était pas tout le temps le cas. Et donc on était arrivé le lendemain, on était beaucoup plus zen et je me souviens qu'on avait passé une excellente journée avec notre fils à l'hôpital. Donc c'est vrai c'est un cercle hyper vertueux en fait avec cet équilibre parents-soignants. Et il y a aussi quelque chose qui me vient en tête, c'est je me souviens que à l'hôpital, donc il y a toute cette partie enveloppement du bébé pour son bien-être qui était mis en place, le côté bain enveloppé. Et je sais qu'on nous avait recommandé de poursuivre à la maison parce qu'il y a toute cette partie bien-être quand on est à l'hôpital. Et c'est vrai qu'on avait posé pas mal de questions de savoir est-ce qu'il y a des choses qu'il fallait continuer de mettre en place quand on rentrait à la maison ou est-ce que on revenait dans un environnement complètement différent. Est-ce qu'on pouvait prolonger certaines choses? Et je me souviens qu'on nous avait dit typiquement le bain enveloppé, oui, c'est quelque chose que vous pouvez continuer à mettre en place à la maison dès l'instant où ça se passe bien. Et c'est quelque chose qu'on avait fait. Et c'est vrai que ça avait un côté, je pense, apaisant pour notre fils parce qu'il l'avait connu et même s'il changeait d'environnement, il retrouvait quand même certains repères. Et nous aussi, ça nous rassurait parce que on retrouvait des gestes qu'on avait pu pratiquer. Donc il y avait ce côté et je sais qu'on nous avait aussi recommandé quand on était à l'hôpital d'amener notre fils voir un ostéopathe. Et ah bah oui, justement. Tu vas pouvoir nous en parler, mais je me souviens très bien que nous, notre fils avait en sortant de l'hôpital, il avait ce côté encore très très, j'ai pas les bons mots, mais très rigide. Il se regroupait pas forcément beaucoup. Il avait pas mal de tensions au niveau du haut du corps et je sais qu'on nous avait recommandé d'aller voir un ostéopathe pour s'occuper de lui. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés encore plus longuement, Séverine, parce qu'on est venu te voir pour lui. Et ce que j'avais pu trouver super, c'est que il y avait toi les manipulations que tu pouvais faire et on voyait que ça lui faisait énormément de bien sur le moment. Et tu nous avais donné aussi des petits massages qu'on pouvait lui faire à la maison et qu'on lui faisait. Et en fait, on se rendait compte que ça le détendait sur le moment. Et dans la durée, et il s'est complètement assoupli et aujourd'hui, il n'y a plus toute cette problématique-là. Mais... Bah oui, c'est pour ça, c'est parce qu'on parle de sensations en fait, de sensations. Donc les massages vont pouvoir continuer à lui apporter les sensations positives qui avaient été investies en fait pendant l'hospitalisation. Donc tout ce plaisir et ce bien-être, il peut être poursuivi à la maison et ces sensations positives, puis ça lui permet d'intégrer dans son corps des endroits où il sent que ça fait du bien au lieu que ça fasse mal. Donc ça, c'était plutôt dans l'esprit, c'est vrai, de continuer la sensation de bien-être qui avait été demandée.
Et l'ostéopathie, c'est pourquoi je me suis lancée dans les études et que Vanessa m'a bien aidée pendant toutes ces années de formation. C'est parce que justement, j'ai pu constater avec l'expérience à l'hôpital à quel point les enfants qui étaient nés prématurés avaient des tensions suite aux hospitalisations, suite à l'installation dans les couveuses. Ils n'ont pas beaucoup de force contre la gravité, donc les contraintes d'installation, ça peut leur figer un petit peu certains mouvements. On travaille beaucoup avec la psychomotricienne pour améliorer ça et pour les installer confortablement. Mais la douleur potentielle liée aux soins aussi peut engendrer des crispations et des attitudes où les enfants vont se protéger ou se mettre en défense. Donc, quand malgré tous les efforts faits par les soignants pour protéger les enfants de la douleur, on a des enfants qui présentent encore quand même des signes de tension, quelques petits blocages et difficultés à bien utiliser leur corps de façon harmonieuse. En ostéopathie, c'est vraiment le but de la manœuvre, c'est de lever tous ces blocages-là. Un adulte qui va consulter un ostéopathe, il va venir parce qu'il a mal, qu'il ressent une gêne quelque part. Et à la fin de la séance, il a plus mal et il est plus gêné, il est tout à fait libéré en fait des crispations qu'il avait. C'est le même principe pour les bébés prématurés. Donc là, j'ai parlé des tensions qui étaient liées à l'hospitalisation, mais aussi les bébés ont toujours des tensions, qu'ils soient prématurés ou non. À la naissance, il y a des contraintes liées à l'accouchement qui se produisent sur le corps de ce bébé qui est venu au monde. Et là, il peut y avoir des blocages liés à cet accouchement. De la même façon, l'enfant positionné dans le ventre de sa maman va avoir une position préférentielle ou une position, par exemple, il peut s'être enroulé le cordon autour du bras et tout ça, ça peut aussi créer des tensions. Donc les enfants qui sont nés prématurés, ils ont encore plus de raisons finalement de voir un ostéopathe, même qu'un bébé né à terme, parce qu'ils vont avoir les mêmes choses que le bébé né à terme, donc les contraintes de l'accouchement, celles des contraintes in utero, mais aussi tout le vécu de l'hospitalisation. Moi, je travaille énormément donc, avec la psychomotricienne et du coup, il y a pas mal d'enfants que je vois en consultation et qui sont des bébés nés prématurément. Et voilà, il y a toujours des tas de choses à faire. Moi, j'ai des vingtaines, des trentaines, des cinquantaines d'histoires vécues en consultation qui ont apporté des bienfaits à ces enfants. Je veux dire, plus tard que samedi dernier, j'avais en consultation des enfants nés prématurément à 34 semaines, ce sont des jumeaux. Et du coup, forcément, le fait qu'ils soient jumeaux faisait que dans le ventre de maman, il y avait un peu moins de place, d'où les contraintes in utero, par exemple. Et à la naissance, ils ont eu du mal à respirer, ils ont eu besoin de beaucoup de ventilation. Et ce qui s'est passé, c'est que je les ai vus rapidement. Mais là, samedi dernier, un des deux jumeaux était tombé malade un mois plus tôt et il avait eu une pyélonéphrite. Et il avait été réhospitalisé pour ça. Et en fin de compte, ce qui était vécu au moment de la consultation, c'est que à l'endroit où on a travaillé dans son corps, après le bilan en fait de ce qui était resté tendu et de ce qui était à détendre, je tombe sur une zone et là, mon petit Nathan, parce qu'il s'appelle Nathan, d'un seul coup, se met à pleurer, mais lui qui n'exprimait jamais rien avant et qui était toujours tout serein, tout en train de dormir, etc. Là, il se met à pleurer très très fort jusqu'à ce qu'à un moment donné, je garde la main dans son dos et là, plus de tension. Et il s'arrête de pleurer instantanément. Finalement, lui, il avait bloqué une émotion exactement liée au même endroit que le rein droit. Et c'était là où, en fait, il avait eu l'infection. Et peut-être que d'un seul coup, cet enfant avait eu très peur et avait été très triste. Et c'est là que s'est bloqué une émotion. Ça aussi, on peut le travailler en ostéopathie. Parce qu'on va lever des blocages mécaniques, mais aussi quelque part des blocages émotionnels. Donc ça, c'était le beau cadeau que m'a fait Nathan samedi. En délivrant un petit peu toutes ces émotions. Mes parents ont pleuré aussi parce que c'était la première fois qu'on le voyait s'exprimer comme ça. Et puis après, c'était le grand réveil, quoi. Les grands yeux, les grands heureux partout. C'était formidable de le voir un petit s'ouvrir et dépasser ces émotions-là. Il y a plein de choses à faire en ostéopathie avec les enfants nés prématurés. Il ne faut pas hésiter à aller voir quelqu'un qui sait s'en occuper et qui a été formé pour l'ostéopathie chez les prémas. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices en fait auxquels on pense pas forcément quand on sort de l'hôpital. Beaucoup de
Tu vois, typiquement, venir voir un ostéopathe, je pense que si en tant que parent, tu n'es pas forcément habitué à y aller ou si on ne te l'a pas recommandé, tu n'y penses pas forcément, alors qu'en fait, on voit il y a des bénéfices qui sont juste incroyables pour les bébés. Et je pense que c'est un accompagnement hyper important à offrir à nos enfants, au final, pour essayer de les soulager après toute cette phase douloureuse qu'ils ont pu connaître pendant toute l'hospitalisation. C'est aussi un bon moyen de les apaiser dans la durée. Tout à fait. Tout à fait. Un adulte qui aurait vécu une hospitalisation, on aurait pu lui proposer aussi des séances d'ostéopathie pour lever un petit peu toutes les contraintes liées à cette hospitalisation-là. Ouais. C'est tout à fait possible. Je voyais une maman qui parlait des contractions. Oui, exactement. On vient d'avoir une question pour savoir comment le bébé dans le ventre va ressentir des contractions très douloureuses pour la maman. Alors, c'est difficile à dire en fonction du stade de la grossesse et les contractions, si elles sont précoces ou si elles sont en fin de grossesse, c'est-à-dire qu'autour du bébé, en début de grossesse, on a du liquide amniotique beaucoup qui protège, alors qu'en fin de grossesse, on est assez proche quand même de la paroi utérine. Et donc, les forces des contractions sont différentes sur les bébés. Après, il y a aussi la position du bébé dans le ventre. Est-ce qu'il est en capacité de bouger pendant qu'il y a une force de contraction qui vient serrer autour de lui? Est-ce qu'il peut se mobiliser ou est-ce qu'il est aussi en fin de grossesse et qu'il est déjà un peu positionné tête en bas dans le bassin, soit un petit peu comprimé et ne pouvant pas en fait lutter contre cette contraction? Effectivement, la force des contractions est énorme pour le corps du bébé, surtout les contractions liées à l'accouchement. Donc de l'ordre de, je ne sais plus combien on nous avait expliqué en formation, mais par centimètre carré, c'est fou le nombre de kilos qui sont vécus par les enfants. Donc là, plus il y a eu des contractions importantes, plus ça peut être un motif, par exemple, de consultation pour voir si l'enfant présente des difficultés qui peuvent être éliminées par l'ostéopathie. Par exemple, les forces de contraction sont différentes quand c'est un accouchement qui a été déclenché. On le sait. On sait que utiliser un médicament pour déclencher l'accouchement va provoquer des contractions encore plus fortes que quand c'est un accouchement naturel. Donc, d'avoir un déclenchement, si tu veux, d'avoir une naissance déclenchée, ça peut être un motif déjà de consultation chez l'ostéopathe. D'accord. Là, c'était c'était au 4e mois de grossesse qu'était posée la question. Oui. Donc, on peut espérer que précocement dans la grossesse, l'enfant n'ait pas trop subi trop de contraintes sur ces contractions douloureuses-là. Mais là, je me dis, sans vouloir changer de sujet, la maman pouvait aussi consulter un ostéopathe spécialisé dans la périnatalité pour limiter en fait ces contractions si possible. Ça fait partie des motifs. Aujourd'hui, moi, j'ai eu une maman justement qui consulte pour ça pendant toute sa grossesse. Parce que la première grossesse, elle l'a pas fait en ostéopathie. Et là, elle est sur la deuxième. Ça a commencé tout de suite à contracter. Et elle s'est dit, ah non, là, je ne veux pas et tout. Et on lui a parlé de l'ostéopathie. Elle est venue. Et désormais, elle fait tout son suivi de grossesse en ostéopathie. Et elle n'a pas eu une contraction depuis le premier trimestre. Alors que sur sa première grossesse, elle était obligatoirement alitée. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas du tout en tant que parent. Oui. C'est pour ça que je me permettais d'en parler. T'as raison, oui, bien sûr. Bien sûr. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je crois qu'on arrive à la fin de notre temps d'échange. En tout cas, merci beaucoup à vous toutes et vous tous qui nous avez rejoints pour ce live avec Séverine et Vanessa. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, même vous pouvez nous les envoyer à contact@petitmescostauds.fr ou alors vous pouvez nous les envoyer par message sur notre compte Instagram. Et comme ça, on se fera un plaisir avec Séverine et Vanessa d'y répondre. Et moi, je veux vous dire un grand merci, Séverine et Vanessa, parce que vous nous accompagnez dans Petit Mais Costaud depuis très très longtemps et depuis le début, je pense qu'on peut dire. Et merci parce que c'est un plaisir de travailler avec vous au quotidien et beaucoup de bienveillance aussi qui ressort de toute votre expérience. Et ça, je pense que ça fait du bien à beaucoup de parents parce que on se repose complètement sur vous, soignants, quand on est à l'hôpital. Et je pense que vous êtes des vrais piliers pour nous tous quand on est dans cette épreuve-là. Et ça, il y avait un commentaire qui disait il faut aussi prendre soin des soignants. Et je pense que c'est hyper important. Oui. C'est vrai. Merci. Et il y a Sandra qui vous dit merci, bravo les collègues. Elle est super aussi.
Et ben, Merci beaucoup, Laure. je vois qu'il y a beaucoup de commentaires sur l'ostéopathie. Si ça vous intéresse, si ce sujet vous intéresse, il y a une interview justement de Séverine sur notre blog Petit mais costaud qui nous parle de l'ostéopathie pour nos petits bébés préma et qui nous parle plus largement de l'ostéopathie. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et on a également sur notre blog Petit mais costaud une interview de Vanessa justement sur ce sujet de la douleur de l'enfant. Donc, vous retrouverez également plein d'informations. Et puis, nous, on va voir comment enrichir encore les contenus avec tous les échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Et bonne soirée. Merci. Bonne soirée.